Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour discuter d'un nouvel article dans la revue Scepticisme scientifique. Et donc, les plus observateurs d'entre vous se disent peut-être que Jean-Michel s'est laissé pousser les cheveux et que ça lui va super bien. Mais je suis Gouldra Laruelle, je suis avec vous ce soir parce que Jean-Michel est souffrant. Et je suis avec Renaud Évrard. Bonsoir Bonsoir. Renaud. Bonsoir à vous. Et Richard, mon voisin. Salut. Et donc, on va peut-être commencer par expliquer en fait la présence de Richard avec nous ce soir. C'est parce que Richard a rejoint notre comité éditorial, donc de la revue Scepticisme scientifique. Et donc, du coup, ça veut dire deux choses. Pour vous, là, tout de suite, dès ce soir, ça veut dire qu'il va donc commencer à participer à nos discussions, à nos lives. Mais ça veut également dire que quand vous soumettez un manuscrit à notre revue, vous avez maintenant une chance sur quatre que ce soit lui qui finalement gère votre manuscrit. Et donc voilà, et on est très content d'accueillir Richard. Et donc ça s'inscrit aussi dans la logique évidemment d'ouvrir notre revue à des gens qui ne sont pas uniquement membres du comité para, puisque l'idée c'est que ce soit vraiment une initiative pour la totalité de la communauté sceptique. Donc ce soir, on va parler en fait de la dernière publication donc de la revue Scepticisme scientifique, que vous pouvez retrouver sur le site de la revue. Et donc, il s'agit en fait d'une traduction d'un article de Benjamin Radford. Et donc, l'article s'appelle « Rouvrir le mystère du caveau des chaises ». Et c'est donc une traduction autorisée du journal, enfin de la revue Skeptical Inquiry, pardon, Skeptical Inquirer. L'idée, c'était de s'intéresser justement un petit peu à de la folkloristique, en fait, d'une certaine façon. J'ai envie de savoir déjà, qu'est-ce que vous avez un petit peu pensé tous les deux de cet article, qui est un petit peu différent des choses qu'on a déjà publiées jusque-là. Donc, Richard, ma foi, Richard, ou à toi Renaud. l'honneur. C'est moi qui commence. Si tu veux. Moi, j'aime bien ce genre de travail déjà. J'aime beaucoup ça. Je ne suis pas spécialiste du tout des cercueils qui bougent. Je sais qu'il y en a quelques autres. D'ailleurs, il les cite, Radford, dans son article. Alors, Radford, juste pour faire peut-être un petit bref topo sur lui, je sais qu'il avait une maîtrise de sciences de l'éducation. C'est quelqu'un qui a été cofondateur d'un podcast que j'ai écouté par épisode il y a de ça 7 ou 8 ans, qui s'appelait Monster Talk, mais je crois qu'il n'est plus dedans maintenant, ou il a arrêté. Je crois qu'il a des petites velléités de justice sociale, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je crois il a même reçu un prix du Dartmouth Institute. J'avais vu ça passer. Et moi, j'ai jamais croisé ce mec, mais par contre, j'ai lu des travaux de lui, en particulier parce qu'il avait écrit un livre avec Robert Barthélemy, un Néo-Zélandais avec qui je corresponds pas mal, parce que j'ai un chapitre de livre avec lui sur, sur l'épidémie de piqûres en France il y a 2 ans et demi. Hein. Et il travaille beaucoup sur les syndromes psychogènes de masse. Et ils avaient fait un bouquin en 2003, le titre, je l'ai sous les yeux, je sais pas s'il avait été traduit, mais ça s'appelle Canular, mythe et manie, pourquoi nous avons besoin d'une pensée critique, quelque chose comme ça. J'ai lu ça il y a assez longtemps. Hein. Donc c'est comme ça que j'avais un peu découvert Radford. Après, j'étais retombé aussi sur des articles sur lui parce qu'il avait bossé sur le Blue Whale Challenge, sur le Momo Challenge, sur les épidémies un peu de ce qu'on appelait avant les mass hysterias, les syndromes psychogènes de masse. Je pense je sais pas quel nom il a, Jean-Michel, il aurait pu nous le dire, l'épisode où, suite à la diffusion d'un épisode des Pokémon, il y avait eu une espèce de crise sociale assez importante en 97, il me semble, et j'ai un groupe d'étudiants qui avait bossé sur ça. Euh, voilà. Pour Radford, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur lui en passant? Alors, juste pour compléter, si tu me permets, Richard, Vas-y, je t'en sur prie. Radford, Monster Talk, tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est de la cryptozoologie, en fait. Hein, voilà, donc Sûr. Ouais. ça fait partie du scepticisme qui s'intéresse aux revendications d'anomalies diverses et variées. Alors, concernant du coup des animaux inconnus qui seraient observés, où il y aurait laissé des traces, mais du coup, Radford, il brasse assez large. Là, il arrive à ce qu'il appelle la folkloristique, mais ce qui est intéressant dans sa démarche, ce qu'on va voir,
c'est qu'il ne rabatte pas tout à du folklore. Il dit juste, voilà, il y a des éléments qui semblent émerger dans une culture sociale, et après, on va voir ce qu'on peut faire scientifiquement pour les appréhender. Donc voilà, c'est un petit peu la démarche, la méthode qui me semble vachement intéressante dans cet article. C'est clair. Alors, il n'y a pas que des. Bon, au niveau des morts, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai jamais bossé spécifiquement sur ça. J'ai bossé sur des sépultures qu'on qualifie de déviantes en archéologie. J'avais bossé sur le cas de Kiltishin en Irlande, avec des morts qu'on retrouvait avec des pierres enchâssées dans la bouche ou disposées de manière un peu bizarre. J'avais bossé aussi sur les, les masticateurs de morts, les oupires ou les proto-vampires. Il y a plusieurs noms à ça. Il y a plusieurs personnes qui avaient écrit là-dessus dans les années au XVIIIe siècle. Je pense à Don Calmé, je pense à Ranf, pardon. Mais jamais sur les tombes qui bougent. Alors ça, c'est vraiment cool. Donc j'avais entendu parler de ça, mais j'avais jamais rien lu de spécifique. Donc pour moi, c'était déjà juste un grand plaisir de lire ça. Et puis le type, il bosse, quoi. Il remonte, il retrouve sa chemise, quoi. Il retrouve ses manches. Il va sur Oui, surtout place. si ça implique d'aller à la Barbade à deux reprises Ouais. dans les Caraïbes, du coup, voilà. Vraiment, c'est un travail de grande sueur, quoi. Et donc il y va, il fait ses petites photos, il rebrosse toutes les hypothèses. J'avais déjà entendu parler de ça, je crois que je sais exactement où j'avais entendu, et il le cite d'ailleurs dedans, c'est dans le podcast de Brian Dunning qui s'appelle Skeptoid, dans un épisode de 2014, j'ai vérifié tout à l'heure, et où Brian Dunning avait essayé d'envisager est-ce que la flottaison pouvait être possible s'il y avait une inondation dans la cave, parce que dans l'histoire, peut-être que vous allez la raconter un petit peu, mais les cercueils bougent et on ne sait pas pourquoi. Enfin, ils auraient bougé, voilà. Et plusieurs témoignages rapportent cela depuis près de 200 ans maintenant. Et, mais on spoile pas la fin, c'est ça? Enfin, qui va Ah, raconter? je pense que si on peut. Mais néanmoins, je pense que c'est peut-être utile en effet de raconter un tout petit peu de quoi ça parle, puisque les statistiques respectives de nos téléchargements d'articles et de nos lives m'indiquent qu'à peu près 90% des gens qui écoutent les lives n'ont pas lu les articles. Donc, euh, l'idée en fait, c'est ça parle de cette histoire en fait à la Barbade, où au début du 19e siècle, il y a un caveau donc de la famille Chase qui a été ouvert en 1816, je crois, pour la première fois, et les différents cercueils qui étaient donc là, 5 ou 6, ont été complètement déplacés. Le caveau a été réouvert 4 ans plus tard, et à nouveau, les cercueils qui avaient pourtant été remis en place ont été à nouveau déplacés. Et donc, l'article parle en fait de cette histoire-là, et en fait, c'est un vrai travail d'investigation avec donc voilà Benjamin Radford qui est allé 2 fois sur place et qui a fait pas mal d'investigation pour aussi davantage savoir plus sur cette histoire-là, mais qui a également visité le caveau. Et donc, l'article qui est rédigé à la première personne euh, fait d'abord un état de cette histoire, ensuite passe en revue un certain nombre d'explications qui ont été éventuellement évoquées pour potentiellement expliquer ce qui pourrait en fait être responsable de ces cercueils qui bougent. Et finalement, ensuite s'intéresse à comment cette histoire, en fait, d'où elle peut venir, est-ce qu'il y a des liens avec d'autres histoires similaires dans d'autres endroits du monde, ou notamment une histoire qui a également eu lieu quelques dizaines d'années plus tôt à la Barbade, pour essayer d'un petit peu se poser la question de est-ce que fondamentalement on a vraiment une preuve que en fait, les faits qui ont été présentés étaient réels, puisqu'il y a des histoires aussi de témoignages qui ne sont pas forcément concordants entre eux. Et il y a également, par exemple, il va visiter le caveau, et donc il y a d'ailleurs une photo du caveau et du mur du caveau. En fait, il n'y a aucune trace de coups contre les murs, alors que, a priori, des cercueils qui auraient été déplacés dans un relativement petit espace comme ça aurait dû laisser des traces. Et donc, ça amène en fait un petit peu à réfléchir à ce qui pourrait être l'explication la plus probable, et que peut-être en fait c'est une histoire qui en fait relève un petit peu de la légende qui se serait construite à travers le temps. Donc là, moi je vous fais un petit peu
sorte de résumé de l'histoire et de ma compréhension de l'histoire. Et donc, je ne sais pas si déjà, vous, toi, Richard et Renaud, c'est ça que vous en retenez, ou vous avez retenu autre chose, ou il y a d'autres aspects qui vous ont intéressé le plus à la lecture de cet article? Déjà, juste pour préciser que la Barbade, c'est dans les Caraïbes et c'est au sud, si je ne me gourre pas, c'est au sud-est de la Martinique, quoi. Il y a Saint-Vincent à côté, je crois, puis on est un peu au nord du Venezuela. Un contexte assez particulier. Et Chase, je crois que sa réputation était quand même pas très très bonne. C'était un propriétaire terrien assez riche, réputé comme particulièrement cruel avec ses esclaves. Alors je sais plus dans le texte s'il précise des esclaves pourquoi. Ça doit être soit du coton, soit du tabac, parce qu'à la Barbade c'était essentiellement ça, hein. Et comment s'appelle le cimetière? Saint Christchurch, je crois. C'est tout au sud-ouest de l'île, hein. C'est tout au sud-ouest de l'île. Donc c'est un contexte assez particulier quand même. Oui, alors au-delà de ça, effectivement, si ce récit arrive jusqu'à nous, il montre bien qu'il va être repris par plein de vulgarisateurs avec des détails plus ou moins contradictoires, des trucs plus ou moins complets. Et, et, euh, et alors, effectivement, il se présente comme une légende. Et même les gens qui trouvent que c'est intéressant, qu'il y a peut-être une réalité derrière, ils savent que une légende a été racontée plein de fois, a été embellie, et ils n'ont pas accès à la source directe. Et donc, ce que fait Radford, c'est essayer de voir, ben, est-ce qu'on peut faire un travail d'historien déjà, dans un premier temps, de trouver des archives dans tout ça, d'aller vérifier les sources premières des gens qui racontent, etc. Et c'est très étonnant déjà ce travail parce que, bon, alors, jamais, enfin, il n'a pas une prétention à être historien, mais il n'arrive pas à retrouver des témoignages vraiment les premiers, quoi, vraiment les trucs très descriptifs des premières fois. Et il s'étonne aussi des lacunes. C'est-à-dire que des éléments historiques qu'il a retrouvés qui concernent la période où les phénomènes auraient dû se dérouler dans l'île ne mentionnent pas le phénomène. Et donc là, c'est étonnant. Alors, on peut encore avoir des explications. On peut avoir des phénomènes paranormaux qui, comme ça, ne sont pas repris dans la culture de l'époque et circulent de façon clandestine pendant un certain temps. Mais quand même, c'est de l'histoire un petit peu compliquée, un peu à l'envers, quoi. Et d'ailleurs, il conclura là-dessus, on y reviendra peut-être après. En tout cas, il a toute une partie que je trouve très élégante et bien expliquée, où il applique le rasoir d'Occam. Il commence par brasser les explications naturalistes et il les distingue bien des explications surnaturalistes un peu après. Et donc, il part sur les hypothèses de base, qui sont les Vandales. Est-ce qu'il y a des Vandales qui ne sont pas glissés dans le caveau? Est-ce que les tremblements de terre pourraient expliquer ça? Sachant que sismiquement, la Barbade, il y a quelques tremblements de terre, dit-il, mais c'est quand même généralement mineur. Et il aborde le sujet des inondations, qui est un sujet intéressant, et Brian Dunning passe du temps là-dessus dans son Skeptoïde à en parler, hein. Alors moi, j'ai pas fait les calculs de flottaison, mais ça paraît pas irréel d'imaginer que des inondations puissent soulever alors ce sont des cercueils, on le dit pas, mais ils sont en plomb. Enfin, il y a une partie en plomb, je crois. Enfin, c'est pas des cercueils en bois qui pourrissent avec le temps, hein, c'est des choses assez massives. Et donc Ouais, effectivement, assez lourde, assez dense. Mais c'est vrai que ouais, cette lourd. partie-là est intéressante, en effet, parce que du coup, il y a des calculs sur, en fait, la topographie de la zone, s'il y a des pluies importantes, parce que, en effet, les Caraïbes, il peut y avoir des ouragans, des événements de précipitations très importants, quel va être l'écoulement de l'eau. Enfin, ça ne rentre pas à fond dans les détails, mais enfin, quand même, ça y réfléchit. Et puis, ça calcule également où se situe le niveau, en fait, de la nappe phréatique et de combien de mètres, en fait, elle devrait déborder pour qu'on puisse avoir de l'eau qui rentre dans le caveau par infiltration. Et, euh, et donc là, a priori, en fait, si je me souviens bien, le caveau se situe à, je sais plus, 250 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc ça Non, doit faire quelque chose 210, comme Non, exactement, ouais, mais c'est un petit 210, peu la moins. grotte était une 210, estimation. ouais. Donc ça fait quand même une soixantaine, 70 mètres. Donc ça fait quand même pas mal au-dessus du niveau de la mer. Et donc c'est vraiment intéressant de justement cette réflexion à pas juste jeter une hypothèse en disant ah ben voilà, peut-être qu'il y a eu un tremblement de terre, peut-être qu'il y a eu de l'eau, bah, ça a l'air plus ou moins réaliste.
c'est, OK, si on part sur cette hypothèse, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est viable? Est-ce que les cercueils peuvent flotter? Ça, c'est vraiment intéressant, en effet, de voir ce travail-là. Moi, il y a deux trucs qui me manquent quand même dans son petit passage là. C'est que ben, même si la nappe phréatique, elle est loin dessous, bon, des pluies diluviennes à un moment donné, lors d'une saison des pluies, pourraient s'infiltrer dans le caveau, même si on est bien au-dessus de la nappe. Euh, et ça, il n'en parle pas. Et le deuxième truc dont il ne parle pas, c'est enfin, quelle est la masse exacte des cercueils de base de l'époque, vers 1806-1810, là, qu'ils utilisent. Là, on aurait pu faire un calcul, et si ça se trouve, il faut une masse assez faible d'eau, hein, enfin une quantité d'eau assez faible pour soulever ces cercueils. Et ça, il ne donne pas d'infos. Mais c'est peut-être pas simple à trouver. Ouais. Hein, Après, il développe deux arguments. Un argument, pourquoi ce caveau-là et pas tous les caveaux autour, hein, Ouais. où il n'y a pas eu d'observation de tel déplacement de cercueil. Et il a pu faire une observation puisque ce caveau est dans l'accès public et il ne trouve pas de traces de dégâts particuliers qui montreraient une inondation ou des chocs particuliers, quoi. Là, C'est un peu du spoil, hein, moi, mais je dirais que déjà, il y a un truc, dans la à un moment, il se partie contredit. difficile. Je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Je crois qu'il disait qu'il avait juste un petit peu spoilé la fin du film. Mais enfin, Ah, on va partir de l'hypothèse que les gens peuvent. Voilà, on va faire un petit peu comme ces critiques de films. On va partir de l'hypothèse que les gens ont vu le film ou lu l'article, ou alors acceptent de jouer avec nous et de découvrir le contenu de l'article en nous écoutant en parler, quoi. mais alors pourquoi moi, je suis juste insatisfait de ce passage-là? C'est parce que, bon, même si une inondation faisait soulever ces cercueils et les faisait bouger, je vois pas pourquoi il y aurait des chocs dans les murs. Les mouvements seraient assez faibles, le truc flotterait, il n'y a pas de vent, on est à l'intérieur d'un caveau, donc c'est logique qu'on ne trouve pas de traces. Et il dit un truc où il se contredit légèrement, ou alors c'est peut-être la traduction qui pêche, ou je ne sais pas, mais il dit aucun autre cas de cercueil flottant n'a été rapporté. Ça, c'est page 72, si j'ai bonne mémoire. Et après, plus tard, il dit si, en fait, il y a un autre cas qu'on me raconte là, dans un autre cimetière au nord, où il y a eu d'autres cercueils qui auraient bougé aussi. Si c'est le cas, Oui, après, la contradiction est très légère parce que ouais, elle est je pense légère, que ouais. ce qu'il faut préciser, c'est dans ce cimetière-là de Christchurch, il n'y a personne, il n'y a C'est pas juste. d'autres cercueils ou caveaux qui sont touchés, quoi. Un, un. Oui, moi, de ce point de vue-là, en fait, si j'ai bien compris, la topographie du lieu fait que c'est proche du sommet d'une colline. Donc, du coup, tu peux avoir un écoulement, mais t'as moins de chances qu'il y ait une accumulation d'eau, en fait. Tu vas plutôt avoir les endroits où tu risques d'avoir des accumulations d'eau, ça va plutôt dans le lit d'une vallée ou un truc comme ça. Si tu es en haut d'une colline, l'eau, elle va ruisseler, et quelle que soit la direction, tu as moins de chances qu'elle s'accumule. Donc, cet argument-là, je crois qu'il est mentionné quelque part. Du coup, moi, il m'avait convaincu. Euh, mais, euh, mais bon. J'aurais une question. Est-ce que vous avez des hypothèses que vous auriez aimé voir traitées, qui vous viennent comme ça en réfléchissant à cette histoire? Parce que c'est bien, bah, au sens où ça anime un peu l'esprit scientifique et critique, hein. Mm, mm. Bah, moi, c'est une non-hypothèse, mais quand on dit qu'il n'y a pas d'autres cas de cercueils qui se déplacent comme ça dans d'autres caveaux, encore faudrait-il aller se promener dans des caveaux à côté, peut-être que l'occasion n'est pas fréquente, et qu'on n'y va que quand on a quelqu'un à y mettre. Donc, ça se trouve, il y en a d'autres cas, peut-être. Et ça, peut-être enfin, je ne sais pas comment on peut. J'imagine que c'est extrêmement compliqué et touchy d'aller réclamer l'ouverture d'autres caveaux pour voir si juste à côté, éventuellement de la flotte lors d'une saison pluvieuse. Je pense que c'est infaisable, hein. Mais de dire qu'il n'y a pas d'autres cas, je ne sais pas comment il peut s'en assurer. Oui, ça, c'est vrai que c'est un bon point. Après, j'imagine que la façon de comprendre cet argument, c'est En fait, les deux ouvertures du caveau qui sont mentionnées, donc 1816 et 1820, c'est à chaque fois parce que une personne de la famille des Chase était décédée. Donc, je suppose que ce qu'on est censé en déduire, c'est que ce sont des caveaux familiaux et que durant cette période-là, les autres caveaux, quand ils ont été ouverts pour y mettre des nouvelles personnes, enfin des nouveaux corps, bon, personne n'a rien remarqué. Je suppose que c'est ça qu'il faut. Mais je suis d'accord avec le fait que
En fait, on n'a pas visiblement pas planqué de webcam dans les caveaux pour voir ce qui s'y passait, quoi. Euh, Moi, j'ai une autre chose qui m'est venue, assez tirée par les cheveux, hein, vous m'arrêterez, hein. Il n'y a pas l'hypothèse des enterrés vivants. Imaginons que l'un des défunts de Chase soit pas vraiment mort. Est-ce que en basculant pas dans son propre cercueil, une fois réveillé, il n'aurait pas fait basculer le cercueil dans le caveau? Voilà. Bon, ça en aurait valu pour un cercueil peut-être. On aurait du mal à C'est ça, parce imaginer que ce soit toutes les choses qui passent, qu'il y mais en a, il y en a beaucoup qui sont déplacés. Enfin, il y en avait 3 qui sont déplacés, je crois, dans le cas initial. Et moi, pour les cas d'enterrés vivants que j'ai pu documenter, la personne, elle gratte son cercueil. Enfin, bon, ça va être sordide, hein, mais elle gratte son cercueil, elle meurt d'étouffement assez rapidement. Généralement, elle n'arrive pas à sortir de son cercueil et elle risque pas de le déplacer, hein. Alors, pourquoi irait-elle déplacer les autres? Ça me paraît être. ouais, Ou alors enfin, en énervé plus, par la colère, oui, il c'est s'en prend ça. aux autres parce qu'il peut pas sortir. Mais a priori, ça donne l'impression aussi que les corps ont été retrouvés dans les cercueils. Donc, ça veut dire que la personne serait sortie de son cercueil, aurait foutu le sien en l'air, déplacé ceux des autres, et puis serait retournée mourir dans son si son cercueil à elle. cercueil extrêmement lourd bascule par voilà, un effet de déséquilibrage, il peut peut-être entraîner un choc. Voilà. Peut en- Ouais, ouais, faire un peu un effet ouais. domino. Mais j'y tiens pas plus que ça. Mais enfin, voilà, Ouais, c'est. ouais, On n'a Ouais, pas non, je vois ouvert bien les l'argument, cercueils ouais. pour vérifier s'ils n'ont pas été grattés. En plus, comme tu dis, c'est pas forcément des cercueils en bois, donc ça se vérifie pas forcément à ce niveau-là. Mais Ils ont été retrouvés allongés en un tas confus. Si on lit le folkloriste Andrew Lang, je sais pas ce que c'est un tas confus, mais moi, si ouais, j'étais il enterré y a vivant, une que je sortais image de ma qui cabine, est présentée, mais on voit bien que c'est l'illustration de ce qu'on aimerait voir, pas forcément hein. l'observation de l'époque. Ça, c'est Oui. l'hypothèse qui te paraît manquer, Renaud. Est-ce qu'il y en a une autre qui nous manquerait? Bah, des animaux, mais je vois pas comment des animaux assez volumineux et assez lourds pourraient arriver à faire un truc pareil. Est-ce que, je vois pas comment. Je vois Ouais, pas du ça tout semble. comment. Enfin, ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait, ouais, qu'il y ait une entrée, enfin, qu'il y ait un trou assez important, quoi. Après, il y a eu des Euh, déplacements de pierres, vous savez, comme dans la vallée de la mort, des déplacements de pierres qui ont assez massifs, qui se déplaçaient la nuit. Enfin, c'était souvent la nuit, ou en tout cas en l'absence d'observateurs, et qu'on sait maintenant être le résultat d'un cycle de gel, dégel, de flotte, et puis avec le vent qui souffle, alors ça fait déplacer sur une couche d'eau ouais, la pierre. Mais là, déjà, je ne suis pas sûr qu'il il gèle souvent à la ouais, Barbade. je ne dois pas geler très souvent là-bas, ouais, c'est clair. Et le vent dans les caveaux, c'est pas notoire, quoi. Non. Le vent du caveau. Non, c'est bien que ça avait été à l'abri de l'humidité et de la lumière, grosso modo, quoi. Il y avait des infiltrations de sel, voilà, mais il n'observait pas grand-chose d'autre. Effectivement, moi, j'ai l'impression qu'il fait quand même le tour de ce qu'il Moi, je faut, trouve hein. que c'est assez, ouais, c'est quand même assez complet. Et donc, dans la dernière partie, en fait, quand il fait justement référence à cette autre histoire, donc cette fois-ci, c'est le caveau des familles Williams, je crois, ou Williams. Donc, Williams. c'est assez intéressant de voir qu'en fait, il y a eu une histoire similaire qui a eu lieu, alors, je ne sais plus, 50 ou 60 ans auparavant. Et que là, on voit aussi apparaître un peu enfin, qui a eu lieu, qui a été rapporté. Euh, et c'est assez intéressant de voir qu'on a à nouveau des éléments qui reviennent, comment dire, qui contribuent un peu au fait que ce soit un mythe qui puisse valoir la peine d'être rapporté. Donc, on a des histoires si je me souviens bien, c'est William, c'est euh, une histoire de tension religieuse avec en fait une famille, alors je ne sais plus si elle est majoritairement catholique ou protestante, mais enfin, famille qui est majoritairement l'un et que finalement il y a eu un mariage qui a accueilli quelqu'un de l'autre confession et que donc l'histoire est que une fois qu'ils ont été enterrés dans le même caveau, alors qu'ils ne supportaient pas de leur vivant, ben, même morts, ils ont commencé voilà, à ne pas être contents et que c'est ça qui a fait bouger les cercueils. Donc ça, c'est l'histoire donc, des Williams. Après, dans le texte, en fait, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui font que
voilà, s'il y a eu un suicide, ou des histoires un peu traumatiques, ou des choses comme ça, associées à certaines des personnes qui ont donc été mises dans le caveau, entre guillemets, ça contribue à donner de la vivacité au mythe, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres histoires un peu similaires qu'on peut retrouver à certains autres endroits du monde, dont certains ont été mentionnés comme une île au milieu de la mer Baltique. Étonnant que Benjamin Radford ait décidé d'aller 2 fois à la Barbade plutôt que d'aller au milieu de la Baltique. On va savoir pourquoi. Mais donc voilà, ça, je trouvais ça assez intéressant aussi de voir qu'il y avait tous ces éléments qui faisaient que on peut imaginer que les gens enfin, ça donnait des histoires qui valaient la peine, qui étaient séduisantes à raconter, en fait. Et qu'on peut imaginer comment ce mécanisme a pu éventuellement s'amplifier avec le temps. En tout cas, c'est moi ce que je retiens de disons, la fin du manuscrit. Moi, j'aurais bien aimé une partie sur dans quelle mesure ça s'insère dans le folklore local là-bas. Est-ce qu'au Barbade, à la Barbade, ou même dans les Caraïbes de manière générale, quels sont les rituels funéraires? Quelles sont les craintes? Est-ce qu'il y a encore des formes de syncrétistes qui intègrent du vaudou ou du candomblé brésilien? Ou est-ce qu'il y a des choses comme ça? Est-ce que c'est propice ces histoires-là sont propices leur survivance vient-elle de leur caractère séduisant dans un contexte folklorique bien particulier? Je vois qu'il parle souvent enfin, la question de la franc-maçonnerie revient dans cette histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent là-bas ou pas? J'en ai absolument aucune idée. Moi, le contexte psychosocio-affectif du lieu, je pense, nous donnerait. Imaginons peut-être du vandalisme lié juste à la contestation anticoloniale, si on gardait l'hypothèse du vandalisme. Peut-être que c'est tout à fait notoire que le monsieur, ayant été dégueulasse, dans une période comme en ce moment où on essaie de revisiter un peu les monuments qui gardent en mémoire des personnages sinistres, quels pourraient être les moteurs d'un vandalisme, par exemple, là-bas? De la même façon qu'il y a eu du vandalisme de tombes en Roumanie, en Moldavie, par la crainte de revenants, quoi. Et on allait s'assurer de leur mort en leur plantant un pieu dans le cœur. Je crois qu'un des derniers cas, c'était les années 40, je crois, au nord de Bucarest. Je me rappelle d'un cas comme ça de mémoire. Et moi, Richard, je dirais dans le sens inverse. Tu vas vers le pôle culture, mais moi, j'irais vers le pôle expérience. À quel point il y a des expériences fréquentes de nécrophanie, de contact subjectif avec des défunts, comment on comprend la mort et les mal-morts et les rituels aussi, mais à partir d'expériences qui sont fréquentes. En réalité, en Occident, déjà tout généralement, hein, les travaux vont montrer qu'il y a une prévalence de ce type d'impression d'avoir des signes ou des sensations, des hallucinations un peu étranges autour d'un deuil de 47% à 82% selon les sondages. Et du coup, parfois, ça inclut aussi des éléments physiques, hein. Le grand classique, c'est une horloge arrêtée, une lampe qui se met à dysfonctionner, où on voit des trucs comme ça. Un grand bruit, un grand boom, un grand truc qui se casse, ça rentre complètement dans l'objectivation de ce sentiment d'être toujours connecté ou qu'il y a quelque chose qui se passe dans la relation avec le défunt. Donc là, ça se concrétise autour peut-être d'une légende, mais on a des choses très similaires. Je pense que nos propres cimetières, personne ne veut les visiter la nuit enfin, il y a toujours des appréhensions un peu irrationnelles, on pourrait dire, qui se greffent à ça. Donc c'est pas si exotique et touristique qu'on pourrait le penser. C'est plus commun, moi, Ah, je dirais. non, c'est pas tant ça que je veux pointer, moi, c'est que euh, si c'était des signes récurrents qu'on allait chercher, il y aurait d'autres cas dans la Barbade où on irait chercher des signes comme ça, quoi. Tu vois? Et or, ça n'a pas l'air d'être, enfin, en tout cas, ils le pointent pas, quoi. Si ça se trouve, on observe les tombes là-bas, beaucoup, quoi. Et peut-être pas. En fait, je ne sais pas le contexte dans lequel ça se passe. Qui sont les ethnies qui sont représentées le plus là-bas? Est-ce que c'est des populations qui sont noires, pas noires, descendantes de colons? Heu, ça manque un peu pour percevoir un peu qu'est-ce que la mort là-bas peut représenter et le rapport
aux monuments funéraires également. Ça, j'aurais bien aimé en savoir plus. Et quelle est la part du tourisme là-dedans? Est-ce que vous vous rappelez, en l'ayant lu, avoir vu une exploitation de ça? Il parle quand même, alors ouais, je ne sais pas, mais il parle quand même d'un guide. Alors après, ça dit pas si c'est juste quelqu'un qui connaît le coin, mais Parce qu'il y a un euh, panneau à euh, l'entrée, c'est ça qu'il dit. Mais oui, c'est ça. Il y a Oui, également un panneau qui parle du truc avec avec un dessin d'ailleurs oui, et le guide a déjà des explications en tête en expliquant que c'est le tremblement de terre, etc., que d'autres tombes se sont affaissées pour la même raison. Or, des tombes s'affaissent un peu partout sans qu'il y ait des dans... tremblements de terre. Donc, il montre bien, sans insister là-dessus, il y a quand même un petit peu de récupération, quoi. Mais c'est pas payant. On peut descendre dans le caveau. J'étais très surpris. On peut descendre dans le caveau. C'est vrai. Mais c'est vrai que ce que dit Renan, là, c'est amusant parce que en lisant l'article, je repensais en fait à, à ce côté. En fait, je repensais à mes vacances en Bretagne cet été. Enfin, euh, où, et en fait, ça fait aussi un lien avec ce que dit Richard sur le fait que c'est pas payant. J'ai l'impression que en fait, j'ai été surpris en visitant un endroit touristique en Bretagne d'entendre une histoire, une espèce de légende locale, que je croyais sincèrement être associée à un autre endroit. Alors après, ça peut être ma mémoire voilà, j'ai peut-être des fils qui se touchent, mais le, j'ai l'impression que on a parfois une sorte on aime faire un peu vivre notre folklore local. Et donc parfois, une histoire qui est associée à tel endroit, on va soi-même, quand on va la raconter, on va l'enjoliver, on va prendre partie prenante pour une explication plutôt qu'une autre, à l'image de ce guide qui avait l'air de donner beaucoup de poids à cette perspective, enfin, cette possibilité que ce soit les tremblements de terre qui aient déplacé les cercueils. Et donc, il y a cette photo, en fait, d'une d'une tombe, en fait, qui est fendue. Donc, le guide avait l'air de suggérer que c'était lié au tremblement de terre, ce qui n'est pas strictement impossible, mais en même temps, dans un vieux cercueil, une vieille tombe qui est pas maintenue depuis longtemps, si elle est là depuis 50 ans, elle peut tout à fait se fendre ou s'endommager sans que ce soit lié à un mouvement sismique. Et donc, j'ai l'impression que ça, enfin, je spécule un peu, hein, mais j'ai l'impression que ça joue aussi, que même sans nécessairement vouloir faire une récupération financière de, euh, d'un événement un petit peu folklorique local, on peut assez facilement avoir au moins tendance à le conserver en vie, quoi. Moi, enfin, en tout cas, je pense à nouveau à mes racines en Bretagne, où il y a plein de petites histoires folkloriques, et c'est pas qu'on cherche nécessairement à faire de l'argent avec, mais ça fait partie du charme qu'on raconte aux touristes, et donc on a vite fait quoi, de rajouter une petite couche, et chaque patelin quoi, a sa petite histoire, quoi. Moi, je viens d'un village qui a fait 2000 habitants, et rien que dans ce village-là, il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire du sabot de Saint-Ménard, voilà. Vous pouvez chercher ça sur Google, vous allez voir à quoi ça fait référence. Donc, ça me faisait un petit peu penser à ça, en fait, quand je lisais cet article. Et que je crois il y a facilement cette volonté de faire survivre, en fait, un petit peu le folklore local, et on retrouve ça un petit peu partout. Mm. Et puis, je me rappelle avoir lu des choses, mais j'ai pas ça très frais en tête, sur ce qu'on appelle l'obéya. Vous savez, ces espèces de pratiques spirituelles un peu syncrétiques qu'on retrouve, je sais qu'on retrouve ça en Jamaïque, des pratiques qui ont été considérées comme occultes et qui étaient condamnées même, qui ont dû être dépénalisées dans certains pays et pas d'autres, euh, et qui étaient propres aux gens d'origine enfin, déportés d'Afrique, quoi. Je crois que c'était un terme Ashanti d'ailleurs. Et j'ai jamais bossé le truc, mais ça, à mon avis, une lecture, je sais pas comment dirait Renaud, psycho-sociopolitique du rapport à la mort et aux défunts et aux anciens esclavagistes euh, donnerait un éclairage, je pense,
Intéressant. J'ai ouvert la page OBA. Alors attention, ça s'écrit de différentes façons. OBA, OBEAH, ou OBEA, ou OBI même. Enfin, ensemble En tout cas, syncrétique de globalement, là, pratique. c'est un article qui vient compléter dans la revue pour montrer le scepticisme scientifique dans plein d'autres objets, quoi, plein d'autres domaines où il peut s'appliquer. Et pour ça, c'est intéressant d'aller chercher une traduction, voir un petit peu ce qui se fait au niveau américain. Voilà, parce qu'on a aussi des articles plus axés sciences humaines. On a eu d'autres éléments de cryptozoologie aussi récemment. Mhm. Donc, voilà, ça peut être assez large. Et la revue, en fait, elle est là pour faire vivre toute enquête, toute investigation, où on voit un petit peu la méthode, on a des éléments. Voilà, là, ils pensent avoir dévoilé, avoir trouvé la solution en disant que, bon, ben, en fait, c'est peut-être la solution à un non-mystère, quoi. On est simplement dans la légende répétée. Mais en fait, d'autres fois, on peut être sur plein de questions qui restent posées et ça reste intéressant scientifiquement, quoi. En tout cas, donc on a la fin là. Tu viens de donner la fin. C'est-à-dire qu'il conclut très probablement un non-événement, très probablement une dent de Fontenelle, comme on dit en référence à la dent d'or, l'histoire de Fontenelle il y a 400 ans. C'est-à-dire que, ben, a priori, les sources sont quand même suffisamment pauvres et légères et parcellaires et remaniées pour ne pas donner un corps très précis au phénomène qu'on essaye d'expliquer. Donc, si le phénomène de départ, il est vaseux, normalement, on dit souvent dans notre milieu qu'on ne construit pas des châteaux sur du vent, quoi. Si on veut construire une théorisation d'un phénomène, il faut déjà au moins s'être assuré du phénomène. Mais là, il n'y a plus rien dans le caveau, de toute façon. On pourrait remettre, Oui, on on pourrait pourrait faire une remettre expé des... C'est ça, on avec des. pourrait remettre des cercueils et voir s'ils bougent. Moi, donc c'est pour ça, ça nous amène un petit peu à l'instant promo, quoi. N'hésitez pas à vous abonner au comité para et à faire des dons. Et on partira tous les quatre à la Barbade pour mettre des caveaux dans le cercueil. Et puis, bon, on restera quelques mois, quoi, histoire Oui, et de, puis Toi, de tu iras voir en vérifier s'ils les Bretagne. bougent. cerveaux, voilà, explorer nos hypothèses. Exactement, Mettre voilà. quelqu'un Oui, de j'avais vivant trois. dans un cercueil, voir s'il peut quand même se déplacer. Enfin, Là, mais il y avait trois Exactement. cercueils. On prend trois cercueils, on se met tous les trois et on prend de la faut pas bouffe. nous oublier là. Ouais, ouais. On Bon, bon, reste un après, mois, on regarde si ça bouge oui, voilà, tout à fait. Bah, je et pense votre que argent c'est sera bien dépensé. exactement. Ouais. Je pense que c'est une très bonne idée. Bon, bah, je pense que c'est amusant d'entendre ça parce que je repense au message que m'a envoyé Jean-Michel qui est un peu malade et qui a de la fièvre et qui me disait honnêtement, si je participe au live ce soir, je crois que je vais raconter n'importe quoi. Mais là, je crois que finalement, on lui a fait honneur. On t'a vengé, Jean-Michel. Mais donc, je ne sais pas si, je sais pas s'il y a des points que l'un ou l'autre voudrait, sur lesquels l'un ou l'autre voudrait revenir. Moi, je suis content de revoir. Il est toujours là, Arthur Conan Doyle. Il est toujours dans ses histoires. Ah Et ouais, il a lui, il est toujours quelque toujours chose dans à les bons dire. coups. Il est toujours dans les bons coups, lui. C'est extraordinaire, hein. Il est extraordinaire. Bah oui, c'est surtout que, enfin, il fait une affirmation qui, avec son prestige à lui, se relaie énormément, calcifie le mythe, alors qu'il n'a pas plus d'éléments que les autres, quoi. C'est quand même toujours d'une naïveté incroyable. Bon. Ouais, il est étonnant, hein. Donc, au cas où vous ne sachiez pas, c'est quand même l'inventeur de Sherlock Holmes et il a un petit peu du mal à vivre dans sa vraie vie les principes qu'il prête à Sherlock Holmes. C'est un personnage étonnant, Arthur Conan Oui, Doyle. ça, c'est clair, quoi. Si quelqu'un veut nous soumettre un manuscrit qui raconte un peu son histoire et sa relation paranormale, là, je crois que ça tomberait exactement dans ce qui nous intéresse. Voilà, suggestion, hein. Mais, Très récemment, dans une histoire particulière sur France Culture, payée donc avec vos impôts, il y a une émission qui portait sur les faits de Cottingley, l'affaire des faits de Cottingley, qui fait intervenir Arthur Conan Doyle, qui a été le principal promoteur, et qui, comme dit Renaud, a calcifié le mythe de manière assez remarquable. Voilà, c'est une petite référence en passant. ouais, c'est clair. Mais, euh, mais bon, si on a voilà, plus ou moins fait le tour, je jette juste un œil sur le chat parce que j'oublie toujours des fois qu'il y ait des questions. Mais apparemment pas. Donc voilà, si à moins que
enfin, si personne n'a rien à ajouter, on va vous remercier tous pour votre attention et d'avoir suivi ce live. Et donc, on espère vous avoir donné envie de lire l'article parce Et que c'est, même, voilà, et même, excuse-moi de te couper, et même pas de d'enquêter, souci. si vous avez envie, le cas qu'il a laissé en jachère, le père Radford, je dis père Radford, comme si je le connaissais depuis toujours, c'est le cas du cimetière luthérien, alors je lis donc dans son article, à Ahrensburg, sur l'île d'Oesel, je ne sais pas comment on dit Oesel, en mer Baltique, et il semble qu'en juin 1844, un caveau funéraire de la famille Buxhovden, j'espère que je ne déforme pas trop son nom, je cite, devint bruyant et effraya les chevaux. Voilà. Alors si vous voulez bosser sur ça, eh ben, on vous lira avec grand plaisir. Ah oui, 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 tout à fait. Donc voilà. On vous remercie beaucoup de votre attention et donc voilà, évidemment, cela il sera republié sur YouTube et donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de la revue et voilà, on a des articles qui sont qui traitent de choses assez diverses et on commence à recevoir de plus en plus de soumissions, donc on peut vous promettre de la diversité dans les thèmes pour 2024. Et on vous remercie. Et merci à vous, merci à toi Renaud et merci Richard. Et bonne soirée à tous. Et la vérité est ailleurs.